Saison 1, épisode 31. Simon Snake Boisvert, dans sa couleur favorite. Oui. Bonjour. Salut Mathias. Antoine Brunet. Ah oui, je me rappelle de son nom. Comment vas-tu, mon beau? Bien vous? Yes. Bon les gars, c'est un petit rappel que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Simon, évidemment, on a fait notre petite mise au point la semaine dernière, mais le Canadien est en série, fait qu'on va quand même glisser quelques mots de leur performance des derniers matchs, sans tomber dans l'analyse commune, parce qu'il y en a eu en masse. Ouais. Puis ensuite, on ira dans ton sujet, dans ton sujet, dans certains de tes chouchous, voir dans quel état ils se trouvent. Oui. La chimie des sénateurs d'Ottawa. Oui. D'abord, on s'en est parlé un peu, puis je voulais avoir tes impressions des premiers matchs du Canadien, puis tu m'as sorti un nom. Je ne sais pas si tu veux... Tu m'as sorti spontanément un nom. Je ne sais pas si tu veux commencer par le nom ou... Mais tu sais-tu quoi, non? Avant que tu commences, t'as le dos large. Nick Suzuki t'en a parlé largement. Oui. Excusez-moi, c'était pas un jeu de mots, c'était juste un doublon. Moi, je vais en parler à ta place. OK. Pour t'éviter l'odieux cette fois-ci, puis les tomates. Nick Suzuki à 5 contre 5, avec Caulfield et Slavkovski, c'est difficile depuis le début de la série. Voilà, c'est dit. L'éléphant peut sortir de la pièce. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, qu'il ne sera pas bon. Mais à 5 contre 5, c'est plus compliqué. Fait que je te donne un break cette semaine. Merci. Puis toi, est-ce que le nom, c'était justement pour éviter ce que je viens de dire ou c'est parce que tu avais le goût de parler de ce joueur-là? Tu veux dire le défenseur numéro 48? Oui? Oui. Bien, vois-tu, autant comme les problèmes de, si on peut appeler ça comme ça, de Suzuki à 5 contre 5, depuis le début de la série, il y a 4 matchs de fait en passant au moment où on enregistre, tu sais, tu m'en verras pas surpris. T'sais, parce que j'ai exposé ça en long et en large là, toute l'année, ce que je pensais. Cependant, je vais parler de Lane Hutson. On va aller dans le positif plutôt. Parce que j'aime toujours mieux parler positivement des joueurs que négativement. Donc, on ne parlera pas de Kapanen non plus. Non, mais ça, c'est pas une grosse surprise. J'espère juste qu'à un moment donné, si jamais ça vire moins bien pour Kapanen, parce qu'il y en a qui vont s'excuser de m'avoir crié des bêtises toute l'année. Tu veux une réponse objective? Ouais, non. Mais je veux quand même lui donner une chose à Kapanen. Il a compté 22 buts cette année, ça, on ne peut pas y enlever. Et il a été très opportuniste. Il a profité des beaux jeux en général de Demidov, mais il n'a pas manqué le filet. Alors, est-ce qu'il peut continuer dans la même veine comme ailier, éventuellement, puis faire un 10-15 buts par année dans un troisième trio, par exemple? Bien, ça serait bien correct pour un choix de fin de deuxième ronde. Parfait. Mais parlant de choix de fin de deuxième ronde, Lane Hutson, tu sais, moi, Lane Hutson, j'avais mes doutes parce que j'y vais avec les probabilités, j'y vais avec ce que j'ai vu dans le passé. Puis, ça a été documenté à long et en large depuis 2 ans. Qu'est-ce que je pensais de lui? Cependant, là, il me restait une étape, moi, à valider. C'était les séries. Puis je sais que c'est un petit échantillon, mais quand même, tu le vois vite, ça, en série, comment ça se passe. Lane Hutson, en série, là, il joue en tabarnouche. J'aime le tabarnouche. Oui. Dans le sens qu'en plus de faire ce qu'il fait offensivement durant la saison, il joue très bien défensivement, il donne des mises en échec, mais surtout, là, c'est un vrai petit lapin énergiseur, dans le sens qu'il a une énergie absolument incroyable, ce gars-là. Tiens, il a joué 82 matchs. Bon, il a eu la pause olympique, mais c'est à peu près tout. Il est rendu en série, ça brasse, puis il défie les lois de la nature à l'effet qu'habituellement, les joueurs de son physique, les athlètes de son physique, à un moment donné, ils s'essoufflent. Mais lui, il ne s'essouffle pas. C'est un compétiteur. Oui, mais en plus, c'est physiquement... Le stamina. Le stamina, comme on dit. C'est le mot que je voulais dire, mais je sais pas... Antoine n'a pas connu ça, c'est les premiers jeux vidéo, là. Oui. Tu sais, les boxeurs, oui, il y avait oui, le stamina oui. qui baissait, là. Oui. Alors, lui, il l'a. Fait que moi, je sais que c'est juste 4 matchs, comme j'ai dit, mais il a effacé pas mal tout doute que j'avais du côté série. C'est le meilleur joueur du Canadien et on voit que dans les prochaines années, on va pouvoir compter sur lui. Et non pas que ce soit un joueur de saison régulière qui s'efface en série. Je pense que, est-ce qu'il va avoir tous des bons matchs dans sa carrière en série? Non, mais il n'y en a pas un joueur qui a juste des bons matchs. Mais vraiment, il est impressionnant.
Alors, c'est mon commentaire sur les Hudson. Puis, comme défenseur numéro 1 du Canadien, dans les prochaines années, ben, ça va être vraiment... ça va être tout un atout parce que, pour moi, le joueur le plus important dans une équipe en général, c'est le défenseur numéro 1. Là, je vais te poser une question. Puis, j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux la suite, surtout à la suite de son but en prolongation. Puis, j'ai pas d'attente de ta part. Mm-hmm. Tu peux me sortir n'importe quoi. Ouais. Il y en a qui disaient, hey, moi, j'en ai vu des défenseurs dans ma vie, là. Lane Hudson, c'est le meilleur. Il est tôt. Okay. Toi, c'est qui le meilleur défenseur que tu as vu dans cet uniforme-là? Du Canadien. Oui. Regarde, moi, j'ai commencé en 72 à suivre ça. Fait que c'est sûr que j'ai un échantillon de joueurs qui est plus large que quelqu'un qui est né en 1990. Mais, dans les grands de l'histoire du Canadien que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu Doug Harvey. Et Jean-Claude Tremblay, je l'ai vu seulement dans l'Association mondiale avec les Nordiques. Ceux que tu as vus, là. Oui. Alors, on commence avec ceux que j'ai vus. Moi, je te dirais que le meilleur que j'ai vu de tous les temps, c'est Larry Robinson. Puis Larry Robinson, d'après moi, dans le hockey d'aujourd'hui, sera encore un joueur dominant. Il y avait le physique, il y avait le patin, il y avait le sens du jeu, il y avait le lancer, il y avait tout ce gars-là. Puis c'est un gars dont le jeu se serait transposé très bien des années 70-80 aux années 2020, en considérant évidemment les méthodes d'entraînement, l'équipement, etc., etc. Alors, pour moi, c'est lui. Et tu rangerais Hudson où par rapport à Ben, regarde, en ce moment... tes meilleurs? Ben, regarde, Hudson, on a 2 ans d'échantillon. Ouais. C'est sûr qu'il y en a d'autres que je suis obligé de mettre avant lui pour le moment parce que la carrière est terminée puis on voit où est-ce qu'ils ont si été. tu calcules le potentiel... Ben, le potentiel. Regarde, j'ai Chris Chelios avant lui. J'ai Guy Lapointe avant lui, un autre joueur des années 70. Regarde, j'ai bien aimé Éric Desjardins, mais la carrière a été longue et fructueuse, mais beaucoup à Philadelphie aussi. C'est difficile de comparer des gars qui ont joué 15 ans il y a très longtemps avec un joueur d'aujourd'hui. Il y a Piquet Souban qui était très, très bon pendant quelques années. Fait qu'en ce moment, je te dirais que ça serait probablement les joueurs, j'en ai peut-être oublié, mais je pense que ce sont les principaux du cercle que Lane Hudson éventuellement pourrait rejoindre. Puis as-tu vu Serge Chavard aussi? Oui, j'ai vu Serge Chavard, mais Serge Chavard, je l'aimais bien, mais Serge Chavard, ça demeurait quand même un défenseur plus à caractère défensif. Il y avait des atouts dans son sac à outils. Il y avait des outils, mais éventuellement, Lane Hudson, d'après moi, va devenir un joueur plus d'impact que Serge Chavard l'était. OK. Fait que s'il y en a qui se rappellent de joueurs... Ah, il y en a un que j'ai oublié. Andrei Markov. Mais... Non, mais je veux dire, il faut le considérer, oui, Andrei Markov. considérer, là. oui. Oui. Est-ce mais que pour Hudson toi, va Hudson devenir va être meilleur? meilleur s'il continue à... Oui, s'il continue, oui. Mais pour le moment, il faut respecter les carrières de gars qui ont été là 15 ans puis qui ont fait leurs preuves. Tu sais, Hudson, il est là depuis 2 ans. Oui. Mais est-ce qu'il Mais pourrait... je t'ai pas parlé est-ce qu'il y a le potentiel pour les dépasser si la tendance se maintient? La réponse est oui. Mais en ce moment, je ne peux pas les mettre avant. Parce que la question, c'est pas vraiment qui aura la meilleure carrière, c'est qui le meilleur, tu sais. C'est Robinson pour moi. OK. Ouais. Puis Hudson pas loin. Ben, dans le cercle que je t'ai nommé. OK. Mais ça va prendre plus que 2 ans. C'est sûr. Ouais. OK. Alors, toi, je sais que tu es 3 ans plus jeune que moi. Seulement Alors, 3 ans. Oui, alors tu en as vu quand même pas mal. Ouais. Pour toi, c'est qui le meilleur défenseur de l'histoire du CH? Écoute, quand même, je pensais que c'était 10 ans, mais c'est seulement 3 ans. Ouais, on a juste 3 ans. Ouais. Moi, Larry Robinson, j'étais tout jeune. Puis, regarde, j'avais mes yeux d'enfant. Et Chris Chelios, j'avais mes yeux d'adolescent. Mm-hmm. Mais adolescent, tu commences à être assez conscient de ce qui se passe à la télé. Oui. Ouais. Mais tu as quand même ton émerveillement. Fait que pour moi, Chelios, il reste encore Ton numéro 1. oui, une espèce de dieu. Là. Malheureusement, il n'a pas été là longtemps. Ouais. C'est probablement l'échange que Serge Chavard a le plus regretté, puisqu'on en parlait, qui est devenu directeur général par la suite. Fait que pour moi, Chelios, c'est qu'il y avait le talent offensif, le talent défensif, le chien, le stamina, comme on disait. Ouais. Écoute, il n'était pas tuable. Puis il arrivait, il est sorti un peu de nulle part. Ben, un peu comme Hudson, mais il était avec c'était un choix de deuxième ronde. C'était un choix de deuxième ronde, mais quand même, il était attendu en 84 après les Jeux olympiques. Mais au moment de son repêchage, je suis sûr que c'était un plus obscur choix de deuxième ronde que seuls les recruteurs avaient vu. Mais tu sais, je pense que Hudson va pouvoir éventuellement être dans le top 5 probablement, parce que Robinson, ça reste Robinson. Puis, moi, Chelios, c'est mon numéro 2. OK. Ouais.
Antoine, toi, tu n'as pas vu beaucoup, hein? Markov? J'ai pas grandi avec Subban Markov. Ouais. Subban qui était le gars qui impressionnant. Là. Ouais. Mais j'ai pas vu de défenseur ou même de joueurs plus impressionnants que Lane Hutson sur la glace depuis que je peux me rappeler que je joue au hockey puis que je regarde du hockey. Je pense que Lane Hutson, c'est le plus impressionnant que j'ai vu sur la glace du Canadien. Ben, pour sa génération, toi, tu as 19 ans. Ouais. Pour sa génération, c'est pas mal ça. Ouais. Parce qu'il a Piqué. Puis, Ouais. mais Piqué, ça, Piqué, ça fait 10 ans qu'il est parti quand même. en l'honneur de Pag, ça a piqué du nez. Non, mais celle-là, était incontournable. Je pouvais pas la faire. Ouais. Alors, bon, allons-y, grattons le bobo. Les sénateurs d'Ottawa, écoute, deux mauvaises nouvelles. D'abord, ils ont été éliminés en 4. Ouais. Puis, deuxièmement, en plus d'être éliminés en 4, les concessions de bière n'ont pas fait d'argent parce que le monde n'est pas allé s'acheter de bière. Mais tu ne vas pas t'acheter de bière puis il n'y a pas de but. OK. Alors, je comprends ta référence à Tim Stützle. Mon analyse de la série des Sens, c'est sûr que moi je les voyais performer beaucoup mieux, même peut-être gagner la série. Regarde, Zub blessé au premier match, Sanderson blessé au troisième match. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais dans l'ensemble, les Sens, ça manque d'attaque. Imagine. Ça manque d'attaque. C'est bien beau d'avoir Stützle, Batterson et puis Tkachuk. Cousins, mais à un moment donné, c'est que ça te prend un petit peu plus de marqueurs secondaires. Ils n'avaient pas leurs 10 joueurs, eux autres? Selon un bout de temps, le guide de construction? Oui, un bout de temps, j'ai cru qu'ils l'auraient ou que ça serait très, très proche, mais à un moment donné, ça s'est effrité. Tu sais, quand on a échangé de Brinkat puis Chychrun, qu'on avait acquis en retour de choix de première ronde, je pense que ça a été un point tournant. Parce qu'à ce moment-là, tu perds quand même un marqueur de 40 buts. Tu perds un marqueur de 26 buts. Qui, Chychrun? Oui, Chychrun, 60 points, 26 Regarde, buts. Moi, là, j'ai pas compris. Parce qu'on ne voulait pas y donner l'argent. On va chercher Chychrun pour se faire un beau petit top 4, là, avec Chabot, Zub et puis Sanderson. Mais là, la nouvelle gang est arrivée. Ouais. Puis là, on n'a pas voulu donner l'argent. Voilà. On se dit, on a déjà Chabot puis Sanderson à gauche. Voilà. Alors, je peux comprendre l'idée, mais le retour a été quand même affreux. Très affreux. Je sais que Chychrun n'était pas aussi bon qu'il l'est en ce moment, mais il en demeure pas moins qu'à un moment donné, tes joueurs, c'est pas parce qu'ils valent un peu moins que tu dois les donner. Bien, là, tu vas chercher un défenseur de soutien qui a été très, très en soutien. Ouais. Quoi, il jouait 17 minutes cette année? À peu près, oui. Puis qui a 35 ans, qui est joueur autonome. Fait que ça, c'est la nouvelle gang aussi. C'est pas... Ils ont obtenu, je pense, un choix de 2, je pense. Un choix de 3. Un choix de 3. Ouais. Écoute, c'est épouvantable. Là, si tu me permets, Ouais. moi, je veux pas savoir ce que Simon pense que les sénateurs vont faire. Là. Ça, c'est pas intéressant. Non, ce que moi, je ferais. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Là, on te donne les clés de la... Puis là, on met en contexte. Ottawa a entamé sa reconstruction en 2018. Oui. 9 ans, presque 9 ans Ouais, ça fait depuis. 8 ans, oui. Ils ont raté les séries 6 ans. Ils ont fait les séries Deux 2 fois. ans. Et bien, c'est ça, ils vont être allés en 9. Puis ils ont gagné 2 matchs. Ouais. Tu as un noyau quand même relativement jeune, mais tu fais du surplace. Simon Boisvert, je t'offre les clés. Bien, c'est parce que eux autres, c'est très, très embêtant. Et je vais te dire pourquoi c'est embêtant. Parce que si tout le monde avait 20, 21, 22, je te dirais, ben écoute, tu continues, puis tu les entoures. C'est que je dirais à Chicago, de Chicago à San Jose. Si tout le monde avait 28, 29, je te dirais, écoute, échange ça au plus vite, puis essaye, repart à 9. Le problème, c'est que quand tu as des gars de 25 comme Stützle, Tkachuk, Dylan Cousins, Drake Batterson, Shane Pinto, Sanderson, Zub, qui sont quand même dans la fleur de l'âge, là, tu as 2 choix devant toi. Puis, au moins, ils n'ont pas trop de clauses de non-mouvement comme d'autres joueurs ont. Tkachuk. À Vancouver, Tkachuk en a une. Tkachuk en a une, mais probablement que pour le bon deal, il partirait. Mais tu sais, tout ça n'en a pas pour le moment. Dylan Cousins n'en a pas pour une couple d'années. Jake Sanderson n'en a pas pour 4 ans. Et Chabot, Zub, ce sont des clauses partielles de non-mouvement. Linus Ullmark, par exemple, oui. Lui, il est verrouillé pour 4 ans encore. Alors moi, je pense qu'il y a 2 stratégies. Puis je pense que les 2 stratégies, c'est un ou c'est l'autre.
OK? C'est pas un mélange des deux. C'est un ou c'est l'autre. Ou tu dis, là, j'ai mon noyau, puis je brasse un peu la cage. Je brasse un peu le bol à mélanger, le mix. Une chose qui est discutée ces jours-ci, est-ce que Tkachuk va partir? Bon, ben, en supposant que Tkachuk part. Mais non, mais moi, je veux savoir ce que toi, tu fais. Oui, mais c'est ça. Mais en supposant qu'un gars comme Tkachuk, tu peux l'échanger et qu'il est prêt à partir. C'est ce que je te demande. Ça pourrait être quelqu'un à échanger, mais si je fais ça, il faut absolument que ça soit en retour de joueurs qui peuvent m'aider maintenant. OK, attends, je recommence. Oui. Veux-tu échanger Tkachuk ou pas? Ben oui, mais je m'en vais là. Là, Je passe les principaux joueurs. OK, il y a une clause de non-mouvement, Mathias. C'est pas moi qui décide. L'idée, c'est que moi, peut-être que je tenterai le terrain avec quelques joueurs qu'il est possible de déménager et j'essaierai de voir le retour. Alors, à ce moment-là, tu dis, ben écoute, mettons que Shane Pinto, ça vaut tant. Il va quand même gagner 7,5 millions à partir de l'an prochain. C'est énorme pour un troisième centre. Fait que là, moi, je me dirais, OK, Shane Pinto, ça me rapporte quoi? Est-ce que j'améliore mon équipe? Est-ce que je brasse le mix un peu? Tkachuk, je ferais la même chose. Batterson, il reste 2 ans de contrat. 1 an de contrat après l'an prochain. Il devient un joueur de location. Il est un peu plus vieux. Je ferais la même chose. C'est sûr que Sanderson, je suis tout cela. Ça, c'est un petit peu plus mes chouchous. Ça serait vraiment... je pense pas que je les magasinerais. Les deux ont 24 ans. Oui. Sanderson, 24, je suis tout cela, a eu 25 au mois de janvier. Bon. Alors, je pense que ces deux-là, je les magasinerais pas. Les autres, j'essaierais de savoir. Si je vois que je suis pas capable de changer mon mix tout en m'améliorant, là, il faut sérieusement considérer ce que Chicago a fait. Puis je le sais, c'est épouvantable, là, parce que ça fait 8 ans qu'ils construisent, puis ils ont des bons joueurs, mais si ça stagne comme ça, à gagner une série, pas à gagner, mais à se rendre en série puis à perdre la série, tu sais, il y en a qui peuvent dire « Ah oui, mais écoute, c'est une équipe qui arrive à maturité, c'est normal de perdre en série au début. » Oui, ils ont perdu l'an passé, correct. Mais cette année, tu peux pas dire qu'ils ont une très bonne saison régulière, non, à part leur poussée de fin de saison. Je reformule. Ouais. Disons que Tkachuk, tu te dis, garde, là, ça, moi, là, je retourne aux États-Unis, là. Ouais. Tu essaies d'avoir quoi? Bien, encore là, ça dépend des offres. Mais moi, je te dis que, règle générale, je veux un joueur à peu près du même âge, 1 ou 2 joueurs à peu près du même âge, mais pas de choix de première ronde, pas de choix. Tu n'as pas de choix? Pas de choix. Il faudrait que ça soit un espoir qui est très, très près de la Ligue nationale. Est-ce que les Rangers donneraient Gabriel Perreault et leur 3e au total? Je ne sais pas s'il le ferait. Je ne sais pas si je le prendrais non plus. Ah non? Ben là, on parle du 3e au total. Mais toi, est-ce que Ottawa, tu sautes dessus? Pas nécessairement. Ah non? Ben non. Là, parce que là, tu perds quand même un gars, tu perds un gros gars qui est fatigant avec l'adversaire, qui est capable de marquer des buts, qui n'a peut-être pas atteint un niveau de superstar que certains attendaient. Mais, tu sais, là, tu demeures encore Gabriel Perreault, puis le 3e choix, tu donnes des points d'interrogation. Le 3e choix, c'est un gars qui ne sera pas vraiment d'impact avant peut-être 2-3 ans s'il devient. Gabriel Perreault, il vient de commencer, il n'est pas pire en début de carrière, je l'aime bien. Mais moi, ça me prendrait des gars pour maintenant. Quitte à ce que ça soit des joueurs à qui il reste 1 an de contrat et qui approchent de l'autonomie, 25-26 ans, mais que je pourrais au moins avoir la chance de négocier avec eux. Tu parles comme un directeur général traditionnel, mais c'est correct. Non, mais je t'ai donné mes 2 options. Ma deuxième option, c'est que si ça ne marche pas, j'envisage faire ce que Chicago a fait. Puis là, si j'envisage faire ce que Chicago a fait, là, tout le monde y passe. Mais avec ça, c'est 4-5 ans avec 25 victoires, 50 défaites. Est-ce que tu mets la concession à terre? Peut-être à Ottawa en plus. C'est la question. Mais à San Jose, ils ont passé à travers. Il y avait 10 000 personnes, ils ont passé à travers. M. Platner, le propriétaire, il s'est finalement résolu à faire ça. Puis c'est pas parce que c'est un jeune homme, là, c'est un octogénaire. Mais il a quand même cru au plan de Mike Grier. Puis aujourd'hui, il est bien content parce que les Sharks, à la fin de l'année, c'était rempli. J'ai comme l'impression que si tu étais directeur général, si tu avais les clés, tu essaierais de réinitialiser. Tu essaies de voir ce que tu peux avoir pour Tkachuk. Quel type? As-tu une idée? Disons les Blues, là, on parle beaucoup des Blues, là. Oui.
Là, Ben, c'est sûr que tu mets Robert Thomas là-dedans, je saute dessus. sauf que là, est-ce que tu mets Cousins à l'aile? Tu mets... Oui, probablement. Probablement, quelque chose de même. Moi, c'est sûr que si Saint-Louis dit on te donne Thomas contre Tkachuk, 1 contre 1, mettons. Tout de suite. OK. Bon, mais déjà, là, ça commence à être intéressant. Oui. Quoi d'autre? Ben, comme je t'ai dit, Drake Batterson, mais ça devient un joueur de location. Encore là, si tu veux, il faut que tu me donnes, tu sais, au moins donne-moi un équivalent. Parce que je pense que le but, là, c'est pas de dire que Batterson n'est pas bon, c'est pas de dire que Tkachuk n'est pas bon. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu changes ton mix. Dans le sens que tu vas sacrifier des pièces, puis moi, je suis pas dans le vestiaire, je connais pas le coach, mais à un moment donné, peut-être que le personnel d'entraîneur, ou tu sais, quand tu es directeur gérant d'une équipe, tu sais pas mal ce qui se passe dans ton équipe, il y en a qui pourraient peut-être m'aiguiller vers ça, puis me dire, sais-tu, ça fait pas, ça marche pas, ça marcherait mieux si, Alors, à ce moment-là, tu choisis les gars que tu peux échanger. Puis comme j'ai dit, contrairement à Vancouver, il n'y a pas tant de clauses de non-mouvement qui te menottent. OK. Disons que l'échange que tu peux faire, c'est Tkachuk pour Robert Thomas. Oui. Est-ce que ça fait des Sénateurs un aspirant à la Coupe Stanley? Non. Mais à ce moment-là, tu peux continuer à avoir exemple, OK? J'aime bien Yakemchuk, tu sais, à la défense. Tu vois, ça, c'en est un que je pourrais magasiner à une équipe en reconstruction qui serait peut-être prêt à me donner un vétéran en retour. Un vétéran... Ben, un gars peut-être de 26, 27 ans. Tu sais, parce que là, il faut que tu restes dans l'âge du noyau. Tu sais, les Stutzla, Sanderson et compagnie, là, ils sont prêts en ce moment. Carter Yakemchuk, tu l'amènes l'année prochaine, il n'y aura pas d'impact. Antoine, quand même, tu as connu Snake depuis quelques années. Ça, tu es assez vieux pour ça. Mm-hmm. Tu comprends-tu quelque chose? Il a changé, notre ami, non? Non. Il change. Il change, hein? Ben, j'ai pas changé tant que ça. Je t'ai dit que l'option 2, c'est de faire comme Chicago. Puis, Ouais, mais t'en parles pas beaucoup, là. Puis là, Yakemchuk a changé Yakemchuk, puis... Non, mais c'est que là, t'as un noyau qui a fait les séries, puis t'as l'impression... Moi, j'ai l'impression qu'il en manque pas tant que ça. Je suis assommé. Il en manque pas tant que ça. Mais là, déjà, tu te Sénateurs. t'emmusses pour Tkachuk. Ouais. C'est parce que toi, je pense que c'est ton amour aveugle pour Studley qui fait en sorte que tu crois vraiment que ça peut devenir un aspirant à la Coupe Stanley. C'est sûr que ça contribue. Jake Sanderson aussi, qui a vraiment de la graine de défenseur de club gagnant de la Coupe Stanley. D'ailleurs, il a été blessé au match 3. Ça n'a vraiment pas aidé, même si les Senators étaient déjà dans le trou. Tu vois, moi, un gars comme Thomas Chabot, il a une clause partielle. Lui, c'est certain que le magasinerait. Premièrement, il est un petit peu plus vieux que les autres. Puis deuxièmement, on peut dire que Thomas Chabot, je crois, était meilleur en début de carrière que maintenant. Oui, mais tu n'auras pas... Si tu veux avoir des résultats, rester compétitif, tu n'auras pas son équivalent. Puis même Tu sais pas. Puis tu sais, c'est un gars quand même qui a été pas mal blessé. Tu sais pas. Tu peux faire une retenue de salaire. Tu peux retenir une partie du salaire. 8 millions. Puis, tu sais, il lui reste 2 ans de contrat après. Tu peux avoir des équipes qui sont pressées en ce moment et qui disent « Hey, on va aller chercher un défenseur offensif pour 2 ans. » Puis, des fois, ils sont prêts à donner un joueur peut-être un peu plus jeune. Mais moi, ce que je veux des joueurs de la Ligue nationale ou proches de la Ligue nationale. Tu sais, donne-moi Trevor Connolly, là, puis tout de suite, je t'échange n'importe qui pour. Bon, au moins, il revient avec son Connolly. Sinon, on ferme la shop, c'est fini. Mathias, c'est le serpent. J'ai rendu un réinitialisateur. Mais, si ça marche pas, tout le monde y passe. Puis je fais comme Chicago. Mais là, ça, c'est si je suis propriétaire de l'équipe. Probablement que si je suis directeur général, le propriétaire va me dire « Es-tu malade, toi? Ben, » Il va y avoir 5000 personnes au centre Canadian Tire. Ouais. Puis avec un nouvel aréna qui s'en vient dans 4-5 ans. Il y a des équipes... Oui, mais justement, c'est ça que j'essaierais de vendre aux proprios. Ah, bon, on voit la Snake, enfin! Je ne sais pas si la construction, à quel point ça a été officialisé. J'ai eu peur. Je ne sais pas à quel point c'est la construction... Mais là, tu touches un bon point. Parce que je regarde, mettons, exemple, je ne sais plus comment les appeler, mais les Athlétiques de Sacramento, OK, anciennement d'Oakland. Ils déménagent à Vegas en 2028. Alors là, c'est sûr, ils jouent dans un petit stade, il y a de ligue mineure, il y a 7 personnes, mais on voit en ce moment, ils signent des joueurs à long terme et ils préparent l'équipe pour l'arrivée dans le nouveau stade. Alors, si à Ottawa, moi, on me disait, l'arrivée dans le nouveau stade, mettons, c'est 2030. 2030, c'est dans 4 ans, donc Studley a 28-29 ans. Tu peux le garder avec Sanderson.
Oui, mais en 29-30, il devient agent libre. Puis là, tu es obligé de les donner à ce moment-là, avec la nouvelle règle, ça va être 7 ans. Je donne-tu, moi, 7 ans à un gars comme ça? Pas sûr. Pas sûr. Mathias, les gars de 30-31 ans, les contrats de 7 ans, on le sait, ça vieillit mal. Bon. Alors, si moi, c'est ce que je pourrais vendre, puis dire, écoute, avale ta pilule, vends une reconstruction, puis au moment où on rentre dans l'aréna, au Plaine-le-Breton, là, je t'amène un méchant club. Mais Bon, c'est ça que je dans pourrais ce cas-là, vendre. si tu vas pour la reconstruction, est-ce que le trade de Gabe Perreault et le troisième overall, tu le ferais? Oui. Bonne Bon. question. Oui, je le ferais. Donc, cette offre est finale? C'est C'est-à-dire? ça, là? On reconstruit? Il y a un nouvel aréna et tout, là, on reconstruit? Ben, si le nouvel aréna est confirmé, là, je suis pas sûr. Ouais. Il est-tu confirmé? Ben, Tu sais, à un moment donné, tend il vers va ça, là. falloir que tu fasses une première pelletée de terre, là. Mais si c'est une question de nouvel aréna, on reconstruit. Sinon, la chose que je ferais pas, c'est des affaires à moitié. Ben là, c'est ça que tu étais parti pour faire. Non, mais exemple, Tkachuk contre un troisième choix puis Gabriel Perreault. Ça tient pas debout parce que ton Mais noyau... si tu reconstruis pas, Oui, parce que ton noyau, là, il n'a plus le même âge. oui, il faut que tu aies ton plan. Mon plan, c'est soit que je continue à accumuler des joueurs du même âge entre, mettons, 25-28 ans maximum, ou je démolis tout puis je repars à neuf dans le but du nouvel amphithéâtre. Mais là, c'est un peu comme si je te dis, prends-tu le chandail noir ou le chandail blanc? Tu dis, je prends les deux. Ben, c'est parce Il que- en échappe son crayon. Non, Tu c'est parce- prends-tu le chandail non, mais- noir ou le non, chandail non, blanc? c'est parce que là, tu es un peu fatigant. Puis là, Oui, je c'est suis parce- fatigant. Non, c'est parce que là, tu revires ça de tout bord, de tout côté. Puis je suis sûr que les auditeurs, à un moment donné, ils vont être tannés, là. Je te l'ai dit, je commence par essayer cet été une réinitialisation, ou en tout cas, appelle ça comme tu voudras, un changement de mix. Si ça ne tourne pas à mon goût, parce que je pense qu'il n'en manque pas tant que ça à Ottawa, là, je me dis, écoute, je ne fais pas les choses à moitié, je ne vais pas chercher des joueurs dont je ne veux pas en retour juste pour le plaisir de les échanger. Alors, let's go, monsieur le proprio, on démolit. C'est ça. Fait que ça, c'est de la nuance. Si j'arrivais puis je te disais juste, on démolit tout, là, tu me dirais, ah, t'es pas nuancé. Là, je te parle de réinitialisation, ça fait pas ton affaire parce que, c'est pas le snake habituel. Hey, non, mais Tu sais, à un dans- moment donné, là, Mathias, tu sais, Dans le décide-toi. je disais à Simon, sois nuancé. Je veux pas me dénaturer. Et là, il me dit. Bon, Fait que parfait. c'est ça pour Ottawa. Deuxième bloc. Simon Liberté. Pas à liberté tout de suite. J'ai une petite question pour toi, Simon. Si tu avais à choisir une équipe de l'Est pour se rendre en finale, tu choisirais qui? À part le Canadien, évidemment, parce que ce serait ton choix logique. Regarde, c'est sûr que j'hésite entre Caroline et Buffalo, mais comme je préfère regarder les Sabres, dans le sens que, tu sais, quand les Sabres jouent, je ne vais pas me chercher de bière comme quand Caroline joue. OK. Je vais te dire que j'y vais avec Buffalo. Ben, c'est intéressant parce que sur Mise au jeu plus, si tu misais sur Buffalo pour se rendre en finale, tu recevrais 5,50 fois ta mise. OK? C'est J'imagine Caroline, c'est moins. Caroline, t'as 2,25 seulement. OK, ça vaut pas la peine. Parce que Caroline, je sais qu'ils ont balayé Ottawa, mais ils sont pas tout seuls dans le décor. Alors, as-tu d'autres... Canadiens, ils sont à combien? Canadien, t'as 9. OK, quand même. Ouais, OK, c'est quand 9. même un bon pari. Puis t'aimes pas la même chose? T'aimes pas, ils sont à 4. C'est, Oui? Ouais. OK, moi, je toucherai pas à ça. je vois pas le Lightning sortir de la conférence cette année. Fait que c'est mon opinion. Super. OK. Bon, ben écoute, non seulement c'était ton opinion, mais c'est ta liberté. Oui. Alors, je vais commencer par discuter du championnat Midget 3 canadien, M18 3 canadien. Tu sais, souvent, on dit qu'au Québec, le hockey mineur, le développement, blablabla, ben, c'est quand même Lévis qui a gagné le championnat. Victoire décisive de 8-1 hier. Alors, c'est quand même de bon augure. Ils avaient gagné la finale du M18-3 en battant le Séminaire Saint-François. Fait que félicitations à Lévis. Et ils vont avoir quelques joueurs repêchés, c'est certain, au mois de juin. J'ai une petite question pour toi. Puis je connais un peu partiellement la réponse. Oui. Tu sais, on dit souvent que le Québec gagne régulièrement la Coupe Mémorial. Oui. Mais ça ne se traduit pas en termes de développement de joueurs. Oui. Là, évidemment, tu as des joueurs européens ou tu as des équipes des Maritimes, mais tu as quand même des équipes du Québec qui ont gagné. C'est quoi la différence, justement,
entre un club midget 3 qui va chercher Oui. ce championnat-là, puis une équipe qui gagne la Coupe Mémorial? Moi, je pense qu'elle est quand même assez grande. Cependant, c'est sûr que Midget 3, les joueurs ne sont pas aussi développés. Alors, essayer de prévoir ce que des jeunes de 15-16 ans vont être à 19, 20, 21, 22, c'est beaucoup plus difficile que de prédire des juniors. Cependant, je te dirais que la Coupe Mémorial, ça veut dire quelque chose, mais en même temps, oui et non. C'est qu'à chaque année, il y a 2, 3, 4 équipes qui se packent un club dans toutes les ligues, puis ça devient quasiment des équipes d'étoiles qui s'affrontent. Dans le cas de Lévis, c'est une équipe régionale. Alors, si Lévis est capable de battre les meilleures équipes M18 3 canadiennes, ben ça prouve qu'il joue du bon hockey au Québec. Et à ce Québec. niveau-là. Et à Québec aussi, oui. Les Golden Knights ont rappelé dimanche Trevor Connolly. Je pensais que tu allais commencer avec ça, en plus. Non, je gardais le plaisir. Je laissais durer le plaisir. Mets les gens en contexte, là. Oui. Son club n'est pas éliminé. Oui, bon, c'est là où je m'en vais. Les Silver Knights de Henderson, le club école de Vegas n'est pas éliminé encore, sauf que leur série commence vendredi, leur prochaine série. Henderson est situé à proximité de Las Vegas, un peu comme Laval et Montréal. Donc, c'est assez facile de rappeler des joueurs, de les faire pratiquer. Je ne le sais pas. Au moment où on enregistre, on est lundi soir. On ne sait pas encore si Trevor Connolly va jouer. Quand vous allez l'écouter demain matin, vous allez savoir s'il a joué lundi. Est-ce qu'on l'a rappelé pour le faire jouer ou l'a simplement rappelé pour le préparer tranquillement, pas vite, pour l'an prochain? Parce que je suis pas mal convaincu que Trevor Connolly va jouer dans la Ligue nationale dès l'an prochain. Comment ça allait récemment? Bien, récemment, ça a très bien été. 1 but, 4 passes, 5 points en 2 matchs éliminatoires. Wow. Et depuis, je te dirais, à peu près 2 mois, il est le meilleur joueur de la Ligue américaine. Vraiment, il est dominant presque à tous les matchs. Il a fini avec plus qu'un point par match et il a commencé sa saison très en retard parce qu'il a été blessé. Et puis, moi, j'avais commencé à douter pas de son talent ou de sa capacité de devenir une vedette, mais je commençais à douter à cause de sa fragilité. Le gars était tout le temps blessé. Mais une chose est sûre, ceux qui dénigraient le fait qu'il a quitté l'Université Providence pour s'en aller dans la Ligue américaine cette année, ça prouve une chose, les Golden Knights savaient ce qu'ils faisaient parce qu'à Providence, le gars faisait du surplace. Alors, on s'est dit, on va le challenger, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Et regarde, il est vraiment, vraiment... il est le Trevor Connolly que j'imaginais il y a 2 ans. Mais tu sais, écoute, t'en as tellement parlé, c'est devenu quasiment un mot-clé avec d'art et... Prendre une bière. Prendre une bière qui est devenu aussi bientôt crème glacée à la vanille. Oui. Dans quel état te trouves-tu quand tu regardes un match de Connolly? Tu dois être dans tous tes états. Je me garde, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, moi, depuis 40-50 ans, avec des joueurs de hockey junior. Ah, tu remontes. Oui, mais à chaque année, j'en ai pas nécessairement un. Tu sais, l'année passée, j'avais donné Ethan Bear. Pas Ethan Bear, excuse, Carter Bear. Ouais. Je l'aime beaucoup, Carter Ben Bear. non, mais pas au point de se rappeler de son prénom. Ben, c'est ça. Tu sais, autrement dit, je l'aime bien. Cette année, j'en ai un. Je vais en parler tout à l'heure dans le Serpent en Liberté. J'en ai un coup de cœur, mais c'est jamais au niveau de Connolly. Connolly, mettons... Bon, c'est sûr, tu vas me dire McDavid. Oui, McDavid, mais tout le monde l'avait, McDavid, tu sais. Mais je te dirais, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai eu Patrick Marleau. J'ai eu Junior. J'ai eu Jeff Skinner en 2010. Tu sais, j'avais des coups de cœur. C'est quoi un coup de cœur? C'est un joueur qui, selon moi, va surperformer les prévisions qu'on fait de lui. Alors, si tu me dis ça, mettons, c'est un gars de 2e trio, puis que moi, je vois une star, ben pour moi, c'est surperformé. Mais même si je te disais, si j'avais dit à l'époque Connor McDavid gagnerait une tonne de championnat de marqueurs, est-ce que tout le monde était d'accord? Probablement. Probablement. Sur le blog, il y en avait un. Comment il s'appelait, donc? Il l'avait comparé à Ross Courtnall, là. en effet. Mais son surnom, c'était Mangus Management. Ah, oui. Je sais pas s'il nous écoute. Mais Simon, une seconde. Comment t'expliques qu'il est passé de 4 buts, 9 passes, 13 points en 23 matchs en NCAA à être en haut d'un point par match dans la Ligue américaine en l'espace d'un an? Ouais. Parce que l'an passé était une aberration. À Providence, c'est à peu près une des pires places pour se développer offensivement. C'est des styles hermétiques qu'on joue là-bas. À la base, je me demande pourquoi il est allé là. Fait qu'il avait été blessé aussi, mais quand même. Il était complètement étouffé dans ce système-là. Et là, à Henderson,
on le laisse aller. Puis il fait des jeux très spectaculaires. Là. C'est pas des buts de lock là, qui comptent. Fait que, on espère que ça commence cette semaine pour lui, sa carrière en LNH. Sinon, lundi soir même. On suit son parcours vendredi avec Anderson. Signature aujourd'hui, Nashville, Vitaly Pinchuk. Vitaly Pinchuk était probablement le joueur autonome, si on peut dire, si on inclut les Européens et la NCAA. C'était vraiment le joueur autonome un peu plus âgé, le plus convoité. Beaucoup de questions aussi sur lui. Hein? Beaucoup de questions sur lui. C'est un gars qui a signé un contrat d'1 an au salaire minimum, donc le risque est absolument nul. La question est, regarde, s'il y a une bonne saison, un peu comme Ilya Mikheyev avait eu à Toronto, ben, il va signer à 3, 4, 5 millions par année. Et s'il n'y a pas une bonne saison, ben, on le laisse aller, il s'en retourne en KHL ou quelqu'un d'autre prend une chance avec lui. Pinchuk a vraiment explosé cette année, plus qu'un point par match. L'année passée, il avait une bonne saison, mais il n'était quand même pas sous le radar. Parce qu'il a joué sa saison de repêchage à Kingston, dans la Ligue de l'Ontario. Et c'était à l'époque de Shane Wright. Et c'était l'année COVID où, en 2020, il n'y a pas eu de séries éliminatoires, mais il avait quand même réussi à jouer toute sa saison. Moi, à ce moment-là, je voyais un joueur correct, sans plus. Il n'a pas été repêché. Pour moi, c'était un joueur européen parmi tant d'autres, comme il y a qui vient de jouer au Canada. Mais tranquillement, il a progressé. C'est quand même un gars de 6 pieds 3. C'est un gars qui travaille fort et qui a il décoche son lancer très rapidement. Donc, regarde, on ne sait jamais. C'est un d'or. Pour les poolers, je ne sais pas si je peux faire. Je ne ferai pas de prédiction. Je pense que dans le meilleur des cas, ça pourrait être un gars de 50-60 points. Dans le pire des cas, il s'en retourne en KHL. Alors, comme vous voyez, la plage est très large. C'est pas le prochain Kaprizov ou le prochain Panarin surtout. Non, Panarin qui est une meilleure comparaison parce que Kaprizov avait quand même été repêché. C'est ça, 5e tour. Dernier point avant de passer au sujet de la semaine. Mon coup de cœur cette année, est-ce que c'est un coup de cœur du niveau de Connolly? Non, ça se ressemble peut-être plus à un Carter Bear pour moi. C'est un gars qui va probablement être choisi en première ronde, mais que moi, d'après moi, il va surperformer son rang de sélection. C'est Wyatt Cullen. Wyatt Cullen, je pense, j'en ai glissé un mot une couple de fois dans le podcast. C'est un joueur américain qui est le fils de Matt Cullen. Matt Cullen, qui était un gars de 6 pieds 1, 200 livres, un solide gaillard, qui a eu une bonne carrière. Je pense qu'il a joué 30 ans dans la Ligue nationale. Oui, il a fini à 40 ans. Il vient juste de finir, puis son gars approche de la Ligue nationale. Il a quasiment pu jouer avec. Mais Wyatt Cullen, il y a 2 ans, il est allé au camp d'entraînement du programme américain, le USNTDP. Il mesurait 5 pieds 5. Mais papa mesure 6 pieds 1. Alors, dans ce temps-là, tu sais, c'est bien rare que si ton père mesure 6 pieds 1, que tu vas rester à 5 pieds 5. Sauf qu'il a grandi sur le tard, contrairement à d'autres qui, à 13-14 ans, atteignent cette grandeur-là. Il est rendu à 6 pieds 1. C'est pour ça que je mettais des grosses semelles quand j'allais au camp, aux essais avec Antoine, là, tu sais, pour avoir l'air au moins de 5 pieds 11. Alors, Cullen, d'après moi, je ne sais pas où est-ce qu'il va le sélectionner. La centrale de recrutement le classait 13e nord-américain. Alors, si on inclut les Européens, ça veut dire qu'ils l'ont peut-être autour de 18-20. Moi, c'est sûr qu'il va être dans mon top 10. Mais, encore là, est-ce que c'est Trevor Connolly? Non. Mais c'est un joueur qui est extrêmement habile, il est rapide, il est agile, il est créatif. Le genre de joueur que j'adore. Et pour ceux qui sont intéressés, il joue au U18 en ce moment. Même si je prends le U18 avec un grain de sel, il reste quand même qu'il joue très bien. Le Canada joue contre la Suède en quart de finale à partir de mercredi. Et les Américains ont quand même surpris parce que leur équipe n'est pas très forte cette année. Le U18 est vraiment, vraiment en poche. Mais au championnat, ils ont pris en feu. Ils ont battu la Suède 9-1. Et la Suède a une bonne équipe, pas piqué des verres. Alors, on va voir en ronde des médailles qu'est-ce qui arrive. Mais entre tout l'émotion et le brouhaha du Canadien, bien, il y a un championnat U18 qui se dessine, qui se déroule en ce moment. Alors, ceux qui veulent voir les Keaton Verhoff, Wyatt Cullen et compagnie. Les Québécois? Les Maddox Dagenet, là aussi. Maddox Dagenet, très intéressant à suivre. Moi, je pense que ça pourrait être un candidat pour le Canadien. J'en ai parlé la semaine dernière. S'il est aussi bon que son père en tir de barrage, ça va être un atout. Oui. Quand Dagenet, là, en tir de barrage, c'était le meilleur de la Ligue. spécialité. Si on avait été au football, là, où il y a vraiment des spécialistes comme les batteurs, il y a même, pour ceux qui suivent pas beaucoup le football, il y a même des centres, des snappers, comme on appelle, qui font des remises de ballon uniquement sur les bottés. Okay. Oui, Louis-Philippe Ladouceur a fait une très longue carrière à Dallas en étant long snapper.
Et il n'en a pas manqué un dans sa carrière. Là, je vais peut-être dire des niaiseries. Est-ce que le frère de Mathieu Darche, Jean-Philippe, faisait pas ça aussi? Je ou... pense que oui, mais je ne veux pas me risquer OK. à donner une fausse information. Parce qu'ici, on n'est pas un podcast de fake news. Bon. Bon. Sujet du jour, les recrues de la Ligue américaine. Ah, il y a un sujet du jour. Oui. OK. C'est nouveau? Tu pensais que j'avais fini ou... Non, pas du tout, mais je pensais que tous les sujets étaient des sujets du Ben, jour. c'est tous mais- des sujets. Non, mais là, j'en ai un petit peu plus. Je voulais en parler la semaine passée, mais j'ai pas eu l'occasion parce que le temps débordait. On a dépassé le temps. Alors, l'espoir, pas l'espoir, les recrues de la Ligue américaine. Vas-tu nous surprendre ou pas? Ben non. On connaît non, ton ça va être affection assez- quand oui, même pour... Mais Trevor Connolly, étant donné qu'il a joué seulement 46 matchs, même s'il a eu 49 points, et que je pense qu'il a un meilleur potentiel, je pense que la meilleure recrue cette année dans la Ligue américaine a été le frère d'Alexis Protas, Ilya. Tu renies ton oui. fils. Oui, parce que je suis objectif. Alexis a joué Ilya a joué une saison complète, 29 buts, 37 passes en 69 matchs, et lui aussi, comme Trevor Connolly, a 19 ans. Il me semblait que 19 ans. lui, il serait peut-être pas aussi bon que son frère. Là, on avait des doutes. Puis... Ben, c'est parce qu'il avait l'air un petit peu de traîner du ciment dans ses patins. Là. Son jeu de c'est pied plus un était pas piano, formidable. là. Hein? C'est du ciment. Oui, du ciment d'un patin. Mais regarde, il a très bien joué à Washington en fin de saison. Ça a été, je te dirais, un peu une surprise. Tu sais, un joueur de 19 ans qui est aussi performant. Par point de comparaison, il y a Christian Elenius à Rochester qui a aussi bien fait avec... Constat? Oui, Constat. Excuse-moi, Constat Elenius qui a aussi bien fait avec Je viens de faire le constat. c'est juste 62 ça. points en 63 matchs, mais lui n'est pas admissible comme recrue, même s'il a 19 ans, parce qu'il a joué l'an dernier à 18. Les Européens, quand ils ont du talent, les joueurs, amenez-les dans la Ligue américaine le plus tôt possible. Laissez-les pas moisir dans des ligues où le jeu ne ressemble pas au jeu de la LNH. Puis là, avec un frère, les Protas, ça vient pas un petit paquet, ça, là? Non, ben ils ont formé une ligne avec Tom Wilson, même à la fin de l'année. Alors, écoute, c'est tous des gars les Protas, je pense, c'est 6-5, 6-6. Au moins, 2,30, 2,40. Écoute, c'est deux monstres. C'est deux monstres. Alors, bravo à Washington qui l'ont repêché 5 ans après à Toskoivu. Après, hein? Après, oui. Alors, en tout cas. Toi, tu l'avais-tu sur ton... Moi, je l'avais deuxième ronde, Mathias. Parce que bien que Alexis... Mais au rang de Koivu, je me rappelle plus, là. Tu en as peut-être déjà parlé, là. Tu disais-tu Protas ou tu disais un... Non, j'avais quelqu'un d'autre sur ma C'est liste qui donc? avant. C'était... écoute, je suis pas sûr, là, mais c'était aux alentours de Will Zellers, je crois, qui est l'espoir des Bruins de Boston. Parce qu'à un moment donné, tu suis ta liste. Ouais. Fait que Protas, oui, je l'ai en deuxième ronde, puis on est rendu en troisième, mais il y a des gars... Tu sais, c'est pour ça on dit souvent aux gens, les clubs de la Ligue nationale ont souvent 75 noms seulement sur leur liste. Alors, le gars qui choisissent au 197e rang, parfois, il est 60e sur la leur. Ouais. Fait que ça, Washington, là, je t'ai un petit peu brassé tantôt avec Ottawa, là. C'est pas le genre de club avec qui tu reconstruis, avec tous les bons jeunes joueurs qui sont déjà... Regarde, Cole, avec Cole, on va avec s'en reparler. Protas, Regarde, avec- on va s'en reparler une autre fois, là, parce que là... T'es fatigué? Ben non, mais ça fait beaucoup de reconstruction dans un même épisode. Puis là, Mathias, je veux parler des recrues de la AHL. Une autre recrue que j'ai bien aimée, Igor Chernyshov de San Jose. Évidemment. Il a joué 41 matchs seulement parce qu'on l'a rappelé à San Jose. Lui, il est vraiment prêt pour la Ligue nationale. C'est un gars qui fonce au filet, qui est costaud, qui a des bonnes mains, un complément parfait, je crois, pour Macklin Celebrini. En restant dans mes chouchous, une autre recrue, Quentin Musty, 21 buts, 24 passes en 61 matchs. Première moitié de saison plus difficile, deuxième moitié de saison, surtout vers la fin, ça a très bien été. Est-ce que Musty va se créer tailler un poste à San Jose l'an prochain? Regarde, la porte est ouverte, mais il va probablement falloir qu'il impressionne au camp. Mais l'année prochaine, c'est quand même décisif. Pas décisif, mais c'est crucial, dans le sens qu'il va avoir 21 ans. À un moment donné, là, les choix de première ronde, les alliés à 21 ans, il faut que ça commence à produire. Alors, j'ai encore confiance en Musty pour jouer sur le top 6 des Sharks. La porte s'ouvre. Carter Yakemchuk, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Je pense qu'il a été un des bons défenseurs recrues de la Ligue américaine. 40 points en 144 matchs. Est-ce que les sénateurs vont le faire graduer l'an prochain? S'il y a de la T'as place? dit 40 points en combien, là? 54 matchs. OK. Pas pire. Ben oui. Daniel Butt, qui a joué 41 matchs. Lui, ça a été un premier choix de Coyote de l'Arizona. l'Arizona, qui est 11e, devenu hein, je pense. Utah. Il a joué un petit peu en Utah. 19 buts, 20 passes en 41 matchs à 20 ans. C'est un c'est un colosse qui est capable de marquer des buts. Donc, je pense que lui, ça ne sera pas long qu'il va se tailler une place
là-bas. Un choix de deuxième ronde de Caroline. Tu sais, Caroline, je dis souvent, ils mettent l'accent sur le talent, le talent, le talent. Les dards sont toujours sur le talent. Ils ont repêché un certain Félix Unger-Sorum en deuxième ronde il y a 2 ans. Et M. Sorum a 66 points en 72 matchs comme recrue dans la Ligue américaine. Hey, je ne savais même pas c'était qui. Oui, 66 points en 72 matchs. Un autre de mes coups de cœur d'il y a quelques années, Nick Lardis, Blackhawks de Chicago, 18 buts en 35 matchs. On l'a rappelé. D'après moi, Lardis, il a marqué 5-6 buts avec les Blackhawks en fin de saison. D'après moi, Lardis, il peut dire bonjour à la Ligue américaine. Top 6? Il devient régulier. Top 6 ou top 9 à Chicago. Il va marquer un 20-25 buts par année, d'après moi. Et c'est un choix quand même de 3e rang. C'est peut-être lui que j'avais avant Toskoivu aussi. C'est possible. C'était Lardis ou Zellers. En fait, je regarderai dans mes trucs. Zellers, je l'aimais beaucoup. Bradley Nadeau, également avec Caroline, 56 points en 52 matchs. Lui, on l'a rappelé un peu. Je pense qu'éventuellement, c'est vraiment pas loin de la Ligue nationale. Michael Brandsted-Nigard à Détroit, 44 points en 60 matchs, 20 ans. Je pense que ça peut être un bon top 9, plus un joueur de 3e trio. Plus sur le 3, plus 3e trio, moi, que je vois. Mais il a quand même bien fait à sa première année. Et puis, finalement, un gars pour lequel j'ai eu des questions de la part des auditeurs cette année, Andrew Crystal. Andrew Crystal, 60 points en 72 matchs, il appartient à Washington, lui aussi. Ouais. Il y avait eu des statistiques absolument phénoménales dans le junior. C'est pas un gars qui a un gros physique puis il patine pas. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il va frapper un mur? Moi, je pense que oui, mais il a quand même eu une excellente première saison dans la Ligue américaine. Il y a quand même 2 recrues dont je voulais parler. Le frère de Lynn Hudson, Quinn, 63 points. Mais là, Quinn Hudson, il y a quoi? Il y a 24 ans. Mais c'est un attaquant. Il a quand même 24 ans. Et il y a Isaac Howard, acquis par les Oilers d'Edmonton, ancien premier choix de Tampa, 50 points. Lui aussi un petit peu plus âgé, 21 ou 22. En fait, s'il avait été bon, il serait resté à Edmonton. Il en voulait, là. Ouais, j'en parle pas parce que moi, c'est des joueurs qui me disent rien. Là, si Pag était là, oui, il dirait il n'y a aucune recrue à Laval, aucune, qui a attiré ton attention. Bien, regarde, il y a évidemment, c'est là que je m'en viens. Là, je suis rendu au gardien de but. Bon, évidemment, il y a Randbacker qui a joué une partie de l'année, qui a bien joué, mais j'en viens au gardien de but. Probablement que la meilleure recrue cette année avec Ilya Protas, c'est Jacob Fowler. Oh, OK. Oui, alors je pense qu'il serait 2e sur mon vote, Trevor Connolly 3e. Trevor Connolly, comme je t'ai dit, c'est par le fait qu'il a joué seulement 46 matchs. Pag serait heureux. Ouais. Laval et un gardien. Bon, Fowler en a joué 27, mais il y a quand même un gardien de but, ça va jouer moins joué. 916 de pourcentage d'arrêt, 2,23. On connaît l'histoire. Jacob Fowler, futur gardien numéro 1 du Canadien. Il y a également Sergei Murashov, également 21 ans, qui a eu des statistiques semblables pour Wilkes-Barre, la filiale des Pingouins. Lui, probablement, éventuellement, va prendre le filet à Pittsburgh. L'an prochain. C'est ça, parce que ça ne vaut pas cher. En terminant là-dessus, il y a des joueurs qui ont eu un très petit échantillon. Victor Eklund, 10 points en 9 matchs. Terminé la saison à Bridgeport. Il a été excellent. Je pense que l'année prochaine, il devrait faire le club à 20 ans à New York. On rappelle que c'est un des deux joueurs repêchés que les choix du Canadien pour Noah Dobson. Exactement. James Higgins, 4 points en 6 matchs. On voit Higgins en ce moment en série. Il y a des bons et des mauvais moments sur le 3e trio avec Kuznetsov et puis Fraser Minton. Alors, un joueur qui va certainement faire le club à Boston l'année prochaine. Et Cole Eiserman, après un départ lent, a quand même terminé avec 9 points en 12 matchs. Également un joueur de Bridgeport pour les Islanders. Mais lui, on peut s'attendre que sa saison de 20 ans, il va la jouer à Bridgeport. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de son jeu à travailler, mais c'est un joueur qui a un bon talent offensif. Et je termine avec 2 grosses déceptions. Oh. Ben, dans le sens que c'était des joueurs de première année qui ont été des choix de première ronde. Brandon Yeager, qui a été échangé par Pittsburgh à Winnipeg. Il avait été choisi 14e. Il a eu 30 points en 68 matchs et je dois te dire que ça a été très difficile, malheureusement. Échangé à Winnipeg pour McGroarty. Rutger McGroarty, c'est ça. Et un autre, 16 points seulement à Winnipeg. Un autre choix de Winnipeg, Colby Barlow. Yeager, j'avais plus ou moins confiance, mais Colby Barlow, moi, j'avais des assez bonnes attentes envers lui. Alors, vraiment, vraiment déçu de la saison de Barlow, malheureusement. Est-ce que je vois 16 points en 65 matchs? 5 matchs, oui. Ah non, il y a vraiment... On le voyait pas. Là, il y a quoi? Il doit avoir au moins 21, lui? 20, 21? Non, il y a 20. Mais on le voyait pas sur la glace. Non.
Alors, on termine avec l'espoir du passé de la semaine. Et c'est un gars qui, finalement, je ne sais même pas s'il a annoncé sa retraite, mais il n'y a plus personne qui le signe depuis 3 ans. Phil Kessel. Il n'a pas annoncé sa retraite. Lui. Ben, je pense pas. Mais personne n'en veut. Non. Et ça veut dire que s'il revenait au jeu, il pourrait poursuivre sa séquence de matchs consécutifs. Parce que c'est lui, l'homme d'affaires de l'histoire de la Ligue nationale, le Cal Ripken Jr., référence au baseball, de la Ligue nationale. Il y a 1000 quelques matchs consécutifs. Et ça briserait ton pattern, là. C'est-à-dire? Ben, s'il revient au jeu, toi, tu parles des espoirs du passé qui ne jouent plus. Oui, mais d'après moi, il ne reviendra pas au jeu parce que je pense pas qu'il soit en très, très bonne forme physique pour revenir au jeu si on suit à son passé. Il est rendu à 38 ans. La raison pour laquelle je parle de Kessel, puis en passant, ça donne l'occasion de parler de Suzuki. OK? Hein? Ben oui, parce que j'ai fait une prédiction, moi. OK? Puis c'est une prédiction, évidemment, qui vaut ce qu'il vaut parce que à un moment donné, tu peux te couper avec un verre de vin au restaurant, comme Jack Hughes. Mais moi, je crois que Nick Suzuki va battre le record de Phil Kessel. Et il est à peu près à mi-chemin. Hein? Ça, c'est la pire prédiction que tu peux pas faire. Oui, mais j'aime faire ça parce que moi, là, j'ai une admiration sans borne. Pour Suzuki. Pour les séquences. Moi, Cal Ripken, là, je regardais ce gars-là, il a joué malade, blessé. Tu sais, on sait qu'est-ce qui arrive dans les familles. Il y a des épreuves, Le gars, pendant 13 ans, il n'a pas manqué un match. Je sais que c'est pas du hockey, c'est du baseball, mais quand même. Puis Nick Suzuki, probablement qu'en fin de carrière, s'il bat ce record-là pour moi, ça va être la première chose dont je vais me souvenir de lui, même s'il y a 5 saisons de 100 points. Je sais, ça te décourage, Mathias. Non, mais je sais plus. Ça te décourage, Mathias, mais moi, j'ai une admiration pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, là, puis il n'y a pas de psy dans la salle. Non, mais... Alors, peut-être que les auditeurs qui commencent à me connaître un peu vont pouvoir trouver pourquoi j'ai une admiration sans borne pour les séquences de matchs consécutifs. C'est weird, hein? Continue. Alors moi, je regarde Suzuki, je vois 82, puis je suis là, wow! Alors que les amateurs vont dire, wow, 101 points. Moi, je suis là, wow, 500 quelques matchs de suite. Continue. Bon. Alors, on va parler de Kessel. Phil Kessel, vu qu'on est dans le tournoi des U18, c'est pour ça que j'en parle. Il était un des grands joueurs de l'histoire du tournoi U18. Et en 2004-2005, il avait eu 16 points en 6 matchs. Et je me souviens avoir regardé un match. Et Phil Kessel, à ce moment-là, n'était pas encore admissible au repêchage parce qu'il était admissible en 2006. Et Sidney Crosby s'apprêtait à arriver dans la LNH. C'était l'année du lockout. Et moi, j'avais regardé ça, puis je m'étais dit, ouais, Crosby et Ovechkin, là, vous allez avoir de la compétition les prochaines années. Kessel avait été repêché en 2004? 2006. Ah, 2006, oui. C'est vrai. Crosby et moi, j'ai vu ça, et je me rappelle encore de ce tournoi-là, puis je me disais, wow, Phil Kessel, j'ai-tu hâte à 2006? Et là, moi qui suivais, à partir de 2005, j'ai commencé à beaucoup suivre les Penguins de Pittsburgh, parce que là, je voyais Malkin et Crosby, puis je me disais, il en manque juste un autre. Tu connais mon obsession, ma fabulation pour les cubes pactés de joueurs offensifs talentueux. Ça t'avait fait mal, ce repêchage-là. Oui, et c'est là que je m'en vais. Alors, en 2006, Phil Kessel connaît une bonne saison à l'université, Minnesota, je crois, et ils ont commencé à avoir des doutes. Et là, on lui préfère le défenseur américain Eric Johnson, un grand format, qui était bon dans le lieu sens de la patinoire. On commençait à parler également de Jonathan Toews, qui avait été très bon à l'Université de North Dakota. On parlait du Suédois Backstrom. Et on parlait même de Jordan Staal, comme un futur gagnant du Trophée Selke. Un joueur complet. Un joueur qui jouera des avantages numériques. Ce qu'il est devenu, exactement. Alors, je m'installe devant le repêchage 2006 et là, je me dis, wow, Pittsburgh a le 2e choix en arrière de Saint-Louis. Et là, Saint-Louis prend Eric Johnson. Eric Johnson, je pense que sa blessure au genou avec l'histoire en descendant d'un kart de golf. Il s'est coincé le pied entre le frein et l'accélérateur. Je pense que ça lui a nuit. Il a eu une longue carrière, mais il n'a pas été aussi bon qu'il l'annonçait. C'était un gars qui avait l'air il avait l'air d'un Larry Robinson en puissance. Mais il n'a pas eu ce genre de carrière-là. Alors là, je suis devant ma télévision en 2006 et là, je me dis, bon, Crosby, Malkin, Kessel. Et là, je me dis,
Gretzky, Mark Messier, Curie. Tu sais, j'essaie de faire des parallèles. Je me dis, hey, un trio de joueurs offensifs comme ça, ils vont gagner 5 Coupes Stanley de suite. Ça va être hallucinant avec Phil Kessel. Et là, on call Jordan Staal. OK, rien contre Jordan Staal, là. Il est encore bon. Il a eu 20 buts cette année, puis il est rendu à 37-38 ans, alors que Phil Kessel, il mange des hot dogs, là. Mais ça, il en mangeait déjà dans le temps. Là. C'est ça. Et là, en ce moment, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Et ils ont quand même laissé passer Taves et Backstrom. Tu sais, qui, d'après moi, ont été meilleurs que Jordan Staal. L'autre erreur, ça a été de l'échanger aussi. Parce qu'ils ont eu en retour Brandon Sutter. Oui. Puis avec le choix, ils ont repêché le défenseur qui n'a jamais à peine joué. Derek Pouliot. Derek Pouliot. Fait que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça a fait très mal. Staal a quand même eu le temps de gagner la Coupe à Pittsburgh. Alors, et il jouait comme troisième centre. Alors, je trouve que, oui, c'était un troisième centre, mais... Un super centre. C'était un super troisième centre. Tu sais, je pense que c'était un gars... Je comprends ce que Pittsburgh a voulu faire. On se disait, on a déjà Crosby Malkin, ça nous prend quelqu'un pour couvrir les meilleurs joueurs des autres équipes, etc., etc. Je comprends tout ça. Mais moi, j'étais extrêmement déçu. Et à ce moment-là, j'ai tiré la plug sur les Pingouins. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 2015, Jim Rutherford est allé chercher Kessel. Après que Kessel eut été échangé 2-3 fois, il a joué à Toronto, il a joué à Boston. En fait, je pense que les auditeurs connaissent la carrière de Kessel, là. Et il est allé le chercher et il a gagné 2 Coupes Stanley à Pittsburgh. Et là, moi, je sais que c'était plus le même joueur. Je sais que Kessel n'a pas eu une carrière flamboyante. C'était pas la locomotive non plus. C'était pas la locomotive non plus, loin de là. Mais je me suis mis à rêver puis je me suis dit, imagine-toi, en 2006, il aurait peut-être gagné 5-6. Y a-tu eu la carrière? Mais penses-tu vraiment qu'il y a eu la carrière que tu prévoyais? Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Mais est-ce que tu penses que Pittsburgh, avec Kessel, pendant 10-12 ans, aurait gagné une autre coupe ou 2? Tu sais pas. Non. Tu sais, c'est sûr que tu prends le meilleur joueur disponible, ce qu'ils n'ont pas fait. Puis Taves était le meilleur joueur disponible. Taves, c'était le gars. Là, je pense qu'avec Taves, il y en aurait eu d'autres. Ou t'en mets un à l'aile, ou je ne sais pas trop. Sûr. Bon. Alors, c'était mon espoir de la semaine, Mathias. Parfait. Écoute, on a battu un record. C'est-à-dire? La Liberté a battu le premier bloc. Super. Voilà. Merci. Mon cher Simon. Oui. C'est l'équipe de la semaine. Oui. Je sens que tu vas t'en donner à cœur joie. Ah, mon Dieu, oui. Le Kraken de Seattle. Oh. Je l'ai mentionné souvent, là. J'adore les équipes d'expansion. J'ai trouvé ça épouvantable, comment ça a été géré par Ron Francis, le directeur gérant Vanille, par excellence, qui a vraiment pris aucun risque. Et puis, enfin, ça a été bien documenté. Alors, on va se concentrer sur l'alignement actuel du Kraken et leurs espoirs et où est-ce que ça s'en va. Je peux-tu rendre hommage à Pag? Vas-y donc. Qui s'occupe de sa petite fille à la maison. Ça craque de partout. OK, c'est bon. Pag, tu es salué. Oui. Alors, le Kraken de Seattle a quand même... ils ont donné des contrats à long terme à Matt Beniers, on peut comprendre, c'est un jeune joueur, mais on a également signé Chandler Stevenson, 32 ans, jusqu'en 2031. Ça, c'était surprenant. Je déteste pas Stevenson, mais il convient pas. On a signé Brandon Montour, 32 ans, jusqu'en 2031. Ryan Lindgren pour 4 ans. Joey Daccord, le gardien de but, sous contrat jusqu'en 2030. C'est quoi la direction de ce club-là? Mais là, ça va peut-être changer. Là, ouais, là, ils ont encore un choix top 6. Mais ça va peut-être changer parce que Francis s'est fait tasser. Francis s'est fait tasser. Jason Bottrill, le directeur gérant, était celui qui avait amorcé une des 3-4 reconstructions des Sabres de Buffalo durant les années 2010. Ben, il est quand même allé chercher Tage Thompson. Il est allé chercher un échange très critique à l'époque pour Ryan O'Reilly. Mais et plus et plus, là. Regarde, O'Reilly, je crois, lui, il se disait, il est encore très bon, mais il ne cadre pas dans notre groupe d'âge qu'on est en train de créer. Donc, on peut lui donner crédit pour ça. Et en même temps, Saint-Louis a eu ce qu'il voulait et ils ont gagné la Coupe avec lui. Alors, à Seattle, qu'est-ce qu'on fait? On re-signe Jordan Eberle pour 2 ans encore. Il doit avoir 36-37 ans. Oui, il a 35 ans. Alors, on a voulu faire quoi exactement à Seattle? Je pense qu'on a voulu donner une équipe compétitive dès le départ, ce qui n'est pas nécessaire, même dans un nouveau marché. Mais on n'a pas pu copier la recette des Golden Knights de Vegas, qui était d'aller chercher un paquet de jeunes joueurs et des choix pour
mettons, omettre de prendre tel joueur ou tel joueur. On n'a pas réussi à faire ça. Mais Vegas, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont quand même pris en feu la première année, nonobstant tout ce qui a été fait. Parce que c'est pas avec les 3 choix de première ronde qui sont devenus Cody Glass, Nick Suzuki et Branson, et Branson, c'est pas avec ça que Vegas s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2018. Donc, peut-être que Seattle, eux autres, se sont dit, on va choisir des joueurs aguerris, on va se bâtir une grosse défensive, une costaude. On avait pris Oleksiak à l'époque, on avait pris Adam Larson, les deux sont encore là. Puis, on s'est dit, écoute, on va faire comme Vegas. Et la deuxième année, ils ont quand même eu 101 points et ils ont éliminé Colorado en première ronde, des champions de la Coupe Stanley, défendant. Alors là, peut-être qu'ils se sont dit, la stratégie était bonne. Sauf que là, ça a repiqué du nez. Et là, ce que ça leur donne, ce sont des choix top 10. Qu'est-ce que ça a donné comme repêchage dans les dernières années? La première année, ils ont repêché 2e et ça a donné Matt Beniers en 2021. C'était pas une grosse année 2021, non. Année COVID. On les blâmera pas. Matt Beniers, c'était un gars qui était prêt pour la Ligue nationale. Je crois que c'est un centre, à mon avis, 2.5. Oui. C'est un 2.5. Oui, c'est ça. C'est pas un top 6 de club champion, mais c'est un gars qui peut jouer sur un top 6, dépendant de la situation. Mais tu sais, c'est ça. C'est cette cuvée-là, il n'y avait pas grand-chose. Ça ne les a pas aidés. 2022. Oh, attends une minute, toi. C'est Owen Power, c'est au premier rang. C'est Owen Power. Tu prends qui aujourd'hui? Au premier rang? Oui. Non, moi, entre les deux, là. Entre Owen Power puis Matt Beniers? Parce qu'on sait que tu aurais pris Luke Hughes, là, mais entre les deux. Oui, moi, c'était Luke Hughes. Avec le recul? Regarde, je ne sais pas encore, parce qu'Owen Power, les premières années, pour moi, ça a été très difficile. Là. Cette année, il y a eu une bonne saison. Oui. Alors, pour le moment, je ne peux pas te répondre. Mais je peux te dire qu'à l'époque, mon choix, c'était Luke Hughes. À date, est-ce que je suis un peu déçu de Luke Hughes? Un peu, je dirais. McTavish, 3e. Oui. 5e. Je sais que 6e, c'est Edvinson. On va regarder 2021, Mathias, pendant que... Regarde. Simon Edvinson était sorti 6e, en effet. 5e, Ken Johnson à Columbus, qui a eu des hauts et des bas. Un joueur qui monte des beaux flashs, mais qui souvent est dans les estrades. On connaît l'histoire de Wyatt Johnson. Je crois, regarde, le gars à choisir, là, maintenant, c'est facile à dire, là, c'était Dylan Gunter. Oui, puis Wyatt Johnston, comme on sait, il était loin. Oui. Tournoi de U18 à Dallas. Oui. Dallas est un des seuls à le voir à l'œuvre. Voilà. Écoute, il a compté une 45 buts cette année. Wyatt Johnson, c'était comme Jamie Benn à l'époque. Les recruteurs ne se déplaçaient pas parce qu'ils jouaient, je crois, sur l'île de Victoria. Mais là, c'est la pandémie. Là, c'est la pandémie. Mais c'est le meilleur joueur du repêchage. On peut dire que dans le top 10, là, le gars à choisir pour Seattle aurait été probablement Dylan Gunter. Ouais. Bon. Anyway, on ne reviendra pas sur les erreurs passées. Mais ensuite, en 2022, là, ils avaient le 4e choix. La loterie ne les a pas avantagés. Et à ce moment-là, Juraj Slafkovský, Simon Nemec, Logan Cooley. Et Logan Cooley était parti. Alors, des grosses décisions à prendre. On a encore disponible le choix consensuel des dernières années, des années précédentes, Shane Wright. Et jusqu'à, je te dirais, une semaine à 10 jours du repêchage, le premier choix consensuel était Shane Wright. Pareil, ben oui, on n'était pas nombreux, Simon. Non, puis il y avait bien des analystes qui le voyaient premier, puis bon. Alors moi, évidemment, tu devines qui j'aurais choisi, le gars qui est parti 5e, Cutter Gauthier. Alors imagine, le Cutter Gauthier à Seattle, c'est pas Shane Wright. Alors ça, je pense, ça a été une grossière erreur de la part de Seattle, et je crois qu'eux autres, ils se sont probablement dit, puis là, je ne suis pas dans la tête de Francis et de la gang de dirigeants, mais on dirait que tu te dis, ouais, ils avaient peut-être pas Wright au premier rang sur leur liste, on ne le sait pas. Mais à un moment donné, tu te dis, wow, Wright au premier rang, c'est peut-être pas un bon value pick, c'est peut-être pas le gars qui va devenir le meilleur joueur du repêchage. Mais Wright au 4e rang, wow, c'est comme trouver un 100 piastres à terre. Ben, comme Mishkov au 7e rang. Exactement. Très bonne comparaison. Tu ne disputera pas le prochain match des Flyers. Oui, je sais, Mathieu. Je sais que ça te... Non, mais je savais pas que... Ah, je sais que t'aimes... Je savais pas si t'étais au courant. T'aimes me frotter le nez là-dedans, là. Et puis, je sais, il y a un de mes amis qui m'en a parlé, puis il m'a dit, il est vraiment pourri, ce gars-là. Alors, en tout cas... J'ai pas dit ce mot. Non, je le sais, mais je vais juste te dire qu'est-ce que... Bon, anyway, on digresse, là. 2023, après ça, Seattle, évidemment, choisit un peu plus loin, dû au fait que
Ils ont terminé, ils ont été beaucoup meilleurs au classement général. Mais là, à ce moment-là, moi, tu sais, il repêche 20e, il repêche Edouard Salé, qui est dans les mineurs en ce moment. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Ouais, je pense pas qu'il va y rester. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est que là, tu commences à analyser. Qui a fait l'équipe parmi les joueurs repêchés hors de la première ronde? Riker Evans, pas pire défenseur quand même. Ben, tu peux justement parler des 4 choix de deuxième tour en 2022. Oui, ben en 2021, ils ont pris Riker Evans. Ouais. Bonne idée, bon joueur. Mais là, en 2022, ils ont 4 choix. Ils prennent Jagger Furcus, Yanni Niemann, qui a joué 40 matchs à date, Niklas Coco, un gardien de but, qui a joué 4 matchs, et David Goyette, que j'aimais bien, mais qui a frappé un mur rendu à Coachella Valley dans la Ligue américaine. Et là, c'est le repêchage 2022. Et là, je sais où tu t'en vas, Mathias, avec ça. Je te laisse aller. Ben, c'est que David Goyette a été choisi un choix devant Lane Hutson, et ça veut dire que Seattle a passé outre Lane Hutson 4 fois. Oui. 4 fois. Et habituellement, lorsque tu vois un genre de joueur comme Lane Hutson, qui était à l'époque un d'or, il faut l'avouer, sinon il ne serait pas sorti 62e, bien, quand tu as 4 choix en deuxième ronde, c'est le temps de lancer des dards. Parce que si tu te trompes une fois sur un gars, mettons, un petit défenseur offensif, ben, tu te dis, écoute, c'est pas la fin du monde. Y avait-tu des dards dans leurs 4 choix? Ben, regarde. Tu penses peut-être lancer un dard? Non, je te dirais qu'on a joué quand même assez safe. Jagger Furcus, qui avait une bonne carrière junior, alors il donnait l'impression d'être un choix fin première, début deuxième, ce qu'il a été. Et il est devenu... on se disait qu'il deviendrait un bon marqueur. Moi, Yanni Niemann, regarde, c'était un Finlandais qui était quand même... c'était un costaud, qui marquait des buts. Puis l'autre, un gardien de but. Donc, puis David Goyette, qui avait été très, très bon à Sudbury. Donc, on a joué... Je te dis qu'on a joué safe. On est allé avec des gars qu'on se disait, ils ont des chances de faire la Ligue nationale, ils font 6 pieds 1, il n'y a pas de problème. On a décidé de ne pas lancer le dard. C'est ça ma réponse. Une chance qu'Hudson est encore libre à 62, parce que le Canadien a quand même repêché Méchard et Beck avant lui. Oui. Méchard ne jouera même pas le premier match de série dans la Ligue américaine, rendu à 22 ans. Bon, alors ça répond à tout. Juste une petite parenthèse dans ce repêchage-là. Au 45e rang, les Sharks de San Jose ont choisi Mathias Havlid. Mathias Havlid qui joue pour le Barracuda, qui a joué pour le Barracuda cette année. Ce qui est absolument fascinant dans le cas de Mathias Havlid, c'est que Mathias Havlid a le physique de Lane Hutson. Ça, c'est fascinant. Tu sais, si tu dis, je vais chercher un 6 pieds 3, ben OK, t'aimes pas les défenseurs de 5 et 9, 160 livres, correct, c'est beau. Mathias Havlid, là, il a joué contre Lane Hutson au championnat des moins de 18 ans. Et ce que j'ai fait dernièrement, pour le plaisir, je suis retourné à ce championnat-là. Et j'ai regardé des matchs Suède, États-Unis, les présences sur la glace tu nous en as pas parlé de avant? Havlid et Hudson. Ben non, là, ça tombe bien. Et il était bon, Havlid. Mais Hudson était meilleur. Alors, il y a quelqu'un à San Jose, quand ils ont fait leur liste, ils ont probablement débattu. Ah, il y a des petits défenseurs offensifs. Comment les classe-t-on? Parce que souvent, les équipes vont procéder comme ça. Et il y a quelqu'un ou un consensus autour de la table qui a décidé que Mathias Havlid était le gars à prendre devant Lane Hutson. Ça, c'est quand même assez fascinant si tu considères que le profil physique était identique. Moi, je pense que si Kent Hughes n'est pas à Montréal, Lane Hutson n'est pas à Montréal. C'est très possible. C'est lui qui a mis son poing sur la table. Fait qu'après ça, ben là, Seattle est retombé dans les bas-fonds du classement. Et on est allé chercher en 2024 Berkeley Catton, qui a commencé à jouer cette année. Ça a été timide comme début. Très timide. Mais écoute, il y a 19 ans, alors... pas très gros. Pas très gros non plus. Mais je pense qu'éventuellement, Catton va être un bon top 6. Et cette année, Jake O'Brien, un des meilleurs joueurs de la Ligue de l'Ontario, un marqueur de près de 100 points. Alors là, ça fait beaucoup de sens. Là. Beniers, O'Brien, Catton, les trois ne joueront pas top 6. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Beniers devient le troisième centre? Est-ce qu'on en transfère un à l'aile? Je ne sais pas trop. Et le Kraken, cette année, repêche 1, 2, 4, 5 ou 6, dépendant de la loterie. Donc, c'est un choix top 6. Je crois qu'ils vont y aller pour un défenseur. Parce que là, ils n'ont toujours pas leur corps arrière. Ils n'ont toujours pas leur défenseur, leur futur défenseur numéro 1. Puis, entre-temps, ben, on continue de re-signer des vétérans.
Alors, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, honnêtement, Mathias, à Seattle. Je pense que, à moins que Catton, O'Brien et le choix de première ronde cette année deviennent des grandes vedettes, je crois qu'on se destine au milieu de peloton. Mais Je ne sais pas la stratégie de Bottrill, mais on a dit, quand Francis est parti, qu'il y aurait un audit. Imagine-toi, un audit de ce qui s'est passé. Et là, on commence à capoter sur les statistiques avancées. OK. Premièrement, les boys, là, ça vous tentait pas, avant d'embaucher Ron Francis, de faire un audit sur la carrière de Ron Francis comme directeur gérant de Caroline avant de l'embaucher en 2021? Vous saviez ce que vous étiez pour avoir avec Ron Francis. Un gars qui joue safe. Il n'a pas été mauvais en Caroline. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ça faisait du tapis roulant. Mais, enfin, alors là, on fait un audit. Moi, je suis, encore une fois, c'est la journée des fascinations. Je suis fasciné par le fait que des hommes d'affaires aguerris qui ont fait des milliards de dollars dans certains cas achètent une équipe de hockey. Puis même si ce n'est pas des grands connaisseurs de hockey, ne sont pas capables de s'entourer de gens qui vont les conseiller sur la façon dont une équipe devrait être bâtie et qu'on va chercher un nom, Ron Francis, qui a été congédié en Caroline. ben, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas tant le hockey, justement. Oui, mais à un moment donné, tu peux te faire conseiller par des gens qui connaissent le hockey puis dire, écoute, si tu veux ça, va chercher ça. Si tu veux tel genre de DG, va chercher ça. Peut-être qu'on leur a dit, Ron Francis, il va te bâtir une bonne équipe, puis tu n'auras pas l'air fou, puis ton aréna va être plein. Peut-être c'est ça. Bon. Alors, c'est ça pour Seattle. Bon, parfait. Première question de Mathieu Fauchon. Simon, je t'entendais souvent parler en bien de Logan Stankoven, anciennement des Stars. Une équipe qui te plaisait beaucoup. Maintenant, 1 an qu'il est avec les Hurricanes, un club que tu n'apprécies pas particulièrement. Quelle en est ta lecture actuelle, 1 an plus tard? Est-ce que ton appréciation a changé maintenant qu'il joue dans une équipe différente? Est-ce que le fait de jouer dans un système différent te permet de voir des habiletés que tu ne voyais pas nécessairement? Alors Mathieu, tu vois, ça n'a pas du tout changé mon opinion. C'est sûr que j'aimais mieux Stankoven dans le contexte de Dallas. Mais, regarde, en Caroline, ça a très bien été. Et en première ronde, d'ailleurs, avec Taylor Hall et Jackson Blake, le trio a été absolument dominant. Ils ont complètement bouffé les Sénateurs lorsqu'ils étaient sur la glace. Écoute, Stankoven, c'est un très petit joueur. Je crois que c'est un 5 pieds 7, 5 pieds 8. 5 pieds 7. 5 pieds 7. C'est un gars qui est très habile. Puis je pense que même en Caroline, il a continué sa progression phénoménale. Et puis Dallas, bon, ils sont allés chercher Rantanen en retour. C'est ça qu'on voulait. Les 2 choix. Et c'est ça. Mais vraiment une excellente acquisition. Alors, je vois rien qui fait de différent. C'est le Stankoven de Dallas qui a été transposé en Caroline. Phénoménal, je trouve, en série. Je ne sais pas si on peut regarder les stats en saison puis en série. Il n'y a pas eu des grosses stats en saison. Mais en série, on dirait qu'il marque toujours les buts importants. Regarde donc, hein, t'es-tu rendu là? Ça, c'est si ma mémoire ne me fait pas défaut, là, Stankoven, il me semble que c'est pas percutant. Puis là, les 2 choix de premier tour, en plus, ça va être en fin de premier tour. Ben, Stankoven, tu vois, a eu 44 points cette année. Combien de buts? 21 buts. 21 buts. C'est pas la... Mais 4 buts en 4 matchs et une passe. C'est ce que je te dis. Oui. C'est fantastique en série. En saison, c'est moyen. C'est ça. Mais ça demeure quand même un joueur... regarde, c'est un super joueur de deuxième trio, je considère. Philippe Charlebois. Question pour le Snake. Ethan Belchetz est-il plus proche de Paulo Martone ou de Lawson Krause? 2 gros alliés de puissance, mais pas du tout le même plafond. Oui, Ethan Belchetz, qui va être un choix top 15, je dirais, cette année au repêchage. C'est un gars qui était perçu l'année passée, à l'âge de 16 ans, comme un possible choix top 5, parce que c'est un... Ben, c'est un mammouth. C'est un 6 pieds 5, 6 pieds 6, et puis qui n'a pas peur du jeu physique, et puis qui apprend de l'espace sur la glace. Cependant, peut-être que son potentiel offensif a, je dirais pas plafonné, mais souvent à 16 ans, on fait des projections peut-être un petit peu démesurées pour les joueurs. Et là, à 17 ans, ben, il est peut-être un petit peu plus retombé dans la... pas sur terre, mais dans la niche où il devrait être. Et la niche, d'après moi, ça va être entre Martone et Lawson Krause. C'est quoi ses stats en junior? Juste par curiosité, là. Il faut qu'il soit pas loin du point par match, au moins, à son année d'admissibilité. Sinon, ça va être plus du Krause. Je sais que les stats ne veulent pas tout dire, mais elles disent quand même, là.
Oui, parce que, regarde, les joueurs à Windsor cette année, qui ont quand même une très bonne équipe. Alors, il y a quand même, regarde, c'est que l'année passée, il y a eu 38 points en 56 matchs, mais je me rappelle qu'il avait commencé en feu. Je pense qu'il avait eu 4 buts à son premier match. Après ça, il s'était calmé un peu. Cette année, il y a 34 buts, 25 passes, 59 points en 57 matchs. Alors, regarde, c'est bien, mais moi, je l'ai débarqué du top 5 alors qu'au début de l'année, il était dans mon top 5. Parce que des fois, les gens, certaines personnes, je ne parle pas de la majorité de nos auditeurs, évidemment, vont associer le nombre de points junior à 1 point par match, tu sais, dans la Ligue nationale. C'est fascinant. Ouais. Rang junior, c'est correct à ton année d'admissibilité. C'est correct. C'est pas grandiose. Puis là, évidemment, à 19 ans, c'est pas très bon. Ben là, il y a 17. Oui, mais je parle de, tu sais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Les transpositions, c'est vrai. Alors, d'après moi, c'est entre Martin et Lawson Krause. Donc, il va être plus productif offensivement que Krause, mais moins que Martin. Kevin Nantel. Question pour le Snake. Pourquoi se méfier des équipes qui font des remontées dans les dernières minutes et qui vont souvent en prolongation? Je pense que Kevin fait référence à ce que j'ai dit sur les Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim, je ne sais pas combien de fois cette année, ils ont égalé le pointage dans les dernières minutes et se sont rendus en prolongation. Canadiens aussi. Dans le cas des Ducks, que je lisais dans mon commentaire, je te dirais que le problème, c'est que c'est pas vraiment durable ou soutenable, ce genre de truc-là. C'est pas quelque chose qui se transpose d'une année à l'autre. C'est comme quand le Canadien avait gagné en 93, ils ont gagné 10 matchs en prolongation sur 10. C'est jamais arrivé par la suite qu'une équipe gagne 10 matchs sur 10 en prolongation. Et c'était jamais arrivé avant. Alors, tu sais, des fois, à un moment donné, une équipe qui joue avec le feu, la ligne est très mince entre devenir une puissance puis devenir un club faible. Alors, qu'Anaheim, c'est quoi la vraie identité d'Anaheim? Je ne sais pas trop. Mais moi, c'est pour ça que je m'en méfie. Et à un moment donné, Anaheim a traversé une très mauvaise période. Et là, on voit que grâce au fait qu'ils affrontent les Oilers d'Edmonton, c'est 3-1 la série au moment où on enregistre. Ben là, c'est sûr qu'ils paraissent bien, mais je ne sais pas. Enfin, Anaheim a quand même encore des croûtes à manger. Il ne faudrait pas que Edmonton perde. C'est ce qu'ils sont partis pour faire. C'est ça. Ça va nous faire, nous qui aimons beaucoup les reconstructions, les déconstructions, ça va nous faire un excellent sujet dans les prochaines semaines si Edmonton se fait éliminer. Avec McDavid au cœur de l'affaire, qui a fait un sacrifice salarial. À qui il va rester 2 ans de contrat après cette année. Dominique Verville, disons qu'une équipe qui achève sa reconstruction et qui se trouve dans une division forte, comme par exemple dans la division Atlantique, est-ce que cette équipe pourrait retarder sa progression de 2 ou 3 ans en attendant que les équipes fortes du moment se retrouvent en déconstruction? La réponse à l'extra. Je pense que Dominique, sans le mentionner, parle du Canadien. On verra, hein? Pour ceux qui nous suivent sur chaosport.tv. Antoine, merci. Merci. Simon, merci. Salut, messieurs. À tout de suite pour ceux qui nous suivent.